c'était pas des juifs, c'était des pourchassés. Des gens qui avaient besoin d'être protégés, on était solidaires, tout simplement. Le pays était surtout protestant. Les juifs, je ne sais pas comment les gens les ont acceptés, mais ils les ont acceptés d'une façon assez honnête. Ils ont fait d'eux des gens qui pouvaient vivre tranquilles. On nous a dit que c'était un petit juif et on l'a reçu dans notre famille tout naturellement. Il avait une petite chambre à côté de la nôtre, il prenait ses repas avec nous, il faisait sa toilette dans notre salle de bain, enfin, etc. C'était comme un frère pour nous. C'était des gosses dont on ne savait pas d'où ils venaient, c'était des bons copains, on fraternisait tout de suite. Il n'y avait pas du tout de problème religieux ou de réfugiés ou autre. C'était des copains. Ben, mon vrai nom, c'est Turteltaub. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas très bien porté. Alors je m'appelais Turno. Ben, j'allais au temple tous les dimanches, il n'y a pas de problème. J'étais censé être un orphelin protestant. C'était un petit paradis, vous savez. Je ne me suis pas rendu compte à l'époque. On vivait là, on ne connaissait pas les cartes, n'étaient pas tamponnées de rouge. Il n'y avait pas d'étoiles jaunes. Isolé dans les montagnes du sud de la Drôme, le petit village de Diulfi a accueilli pendant la guerre des centaines de réfugiés, parmi lesquels beaucoup de juifs pourchassés. Partagée à égalité entre catholiques et protestants, cette bourgade a toujours été une terre d'accueil. Parmi les 7 justes de Diulfi, il y avait 4 femmes protestantes, dont l'action a été exemplaire. À leur tête, Marguerite Soubeyran, capable de remuer ciel et terre pour sauver des enfants pourchassés. À ses côtés, Catherine Kraft et Simone Monnier, ses fidèles lieutenants. La 4e héroïne, Jeanne Barnier, était employée de mairie. Elle est devenue faussaire et spécialiste des faux papiers. Louis Aragon, qui s'est caché quelque temps dans la région, a surnommé ces femmes les fées de Diulfi, un village au nom prédestiné. Elles sont toutes les 4 protestantes, mais j'ai envie de dire, c'est pas le même protestantisme. Marguerite Soubeyran appartient au protestantisme diulfitois, qui est un protestantisme très libéral, très ouvert. Catherine Kraft appartient au protestantisme genevois, qui est assez différent, plus rigoriste. Simone Monnier est un petit peu entre les deux, parce qu'elle quitte Genève, elle vient s'installer ici, son père la rejoint pendant la guerre, mais elle s'adapte à ce qu'elle trouve sur place. Jeanne Barnier dit d'elle-même qu'elle est une protestante, j'allais dire, très orthodoxe, mais en même temps, jeune femme célibataire, ayant hâte de rendre service aux autres. Beauvallon a été créé au départ par Marguerite Soubeyran, en 1929, pour héberger des enfants difficiles, selon les principes révolutionnaires de l'école nouvelle. Une république d'enfants, au cœur d'un immense parc, un lieu idéal pour cacher plus tard des enfants en danger de mort. Quand j'avais 10 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu un livre qui m'avait parlé des enfants abandonnés, des enfants malheureux. Et j'en avais été absolument bouleversée. Je me suis dit, mais il n'y a rien à faire. Moi, je n'aurai pas d'enfants, j'adopterai des enfants et je m'occuperai d'enfants. Et au fond, c'est ce que j'ai fait. Allez, marquez, laissez passer. Quelques anciens élèves qui ont vécu cachés à Beauvallon pendant la guerre reviennent parfois dans cette école. Ils y sont toujours très bien accueillis. Quel âge tu as, toi? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Si je suis arrivé un peu plus âgé, toi? 11 ans. 11 ans. Ben, c'est à ce là que je suis arrivé ici, moi. J'avais 11 ans quand je suis arrivé. 2 ans. Voilà. Et vous êtes là pour combien de temps? Encore un an. Ah, et tu es depuis? Moi, normalement, je pars cette année. Je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. 11 ans?
Là, j'ai 13. Ça fait 2 ans. Ah d'accord, ça, oui. Ça fera 3 ans. Chacune avait son caractère. Marguerite très commandant. Hattie, Catherine Kraft, beaucoup plus douce, assez effacée, mais toujours très gentille. C'est pas elle qui nous faisait des remarques quand ça n'allait pas, c'était Marguerite. On savait bien sûr qu'elles étaient protestantes, mais pour nous c'était pas ça qui comptait, il n'y avait pas de problème de religion en fait. C'était une famille. Beauvallon est toujours une grande famille. Il y a aujourd'hui dans cette école environ 70 enfants et autant d'adultes pour les encadrer. J'ai droit à bisous tout le monde? La propriété est immense, les activités multiples. L'ombre de Marguerite Soubeyran semble planer sur ce lieu qui a été pendant toute la période de l'occupation un oasis de paix, avec les enfants cachés dans la grande maison et les intellectuels dans la petite maison du bas. Pierre-Emmanuel, Emmanuel Mounier, Pierre Segers, Henri-Pierre Rocher y sont passés, tout comme Louis Aragon et Elsa Triolet. Leurs noms figurent dans le livre d'or de l'école. Alors voilà, le précieux trésor. L'association a 2 livres d'or auxquels elle tient beaucoup. C'est un petit peu la mémoire de l'école, hein, sachant que le premier a été démarré, donc on le voit, hein, en Pâques 42, à Pâques 42. Quelques pages plus loin, la signature d'Aragon, me semble-t-il, juste après. Voilà. Alors, pour vous lire un passage, en juillet 42, aux plus sombres heures de France, merci au fait de Beauvallon de tranquillement démontrer qu'il n'y a aucune raison de désespérer de l'homme et de ses possibilités infinies, et d'assurer cet avenir qui vaut qu'on meure, puisqu'il nous assure que la France vivra. Donc le 5 juillet 42. On ne pensait pas qu'il puisse arriver quelque chose. C'est ça qui était magnifique. Avec mon cousin, je me suis quelquefois planqué en montagne parce que le gendarme, M. Sesmas, prévenait des Juifs qu'il pouvait y avoir une rafle et les Allemands pouvaient monter non pas de Montélimar, mais de Valence. Miraculeusement, l'école de Beauvallon a été épargnée par les rafles anti-juives. Il n'y a jamais eu de dénonciation. Des exercices d'alerte avaient lieu tout de même régulièrement. En général, c'était le matin, on sonnait l'alerte pour entraîner les uns les autres à évacuer l'école le plus rapidement possible. Mais à 300-400 mètres de là, on était à couvert après. Et on connaissait chaque buisson. Donc on était capable de se sauver sans problème. Pour aider les clandestins résidant à Dieulefit, ils étaient plus d'1 millier sur 2500 habitants pendant la guerre. Il fallait des faux papiers, des cartes de ravitaillement, des laissez-passer. Là encore, Marguerite Soubeyran va trouver la solution en recrutant Jeanne Barnier, une personne bien placée à la mairie de Dieulefit. Jeanne Barnier, je me souviens, elle m'a dit que Marguerite Soubeyran lui a dit « Écoute, on a du travail pour toi, il faut que tu fasses des faux papiers. » Jeanne Barnier n'a pas moufté. Elle a parlé, elle a fait les faux papiers. Elle a eu un maire, comme elle dit, qui était l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Il était quand même pétainiste, mais Jeanne Barnier, il l'a certainement protégée d'une façon ou d'une autre. Il était surtout très large d'esprit. Moi, je pense qu'il a très bien protégé Jeanne Barnier, tout pétiniste qu'il fut, et il savait pratiquer le silence, lui, tout à fait. Et je pense que là, si vous voulez, Dieulefit lui doit en grande partie sa paix, étant donné qu'il n'a rien dénoncé à son autorité préfectorale à l'époque. Elle m'en a fait. Je me suis appelé Sarlat, Michel Sarlat, mes parents aussi. Ma mère s'appelait Marie Blanc. Et mon père s'appelait Sarlat aussi, Charles Sarlat. Par milliers,
Jeanne Barnier va transformer beaucoup de noms à consonance étrangère, comme celui du jeune réfugié caché chez les Morins. Il s'appelait Isaac Fabricant, exactement B-R-Y-K-A-N-T. Et alors, Jeanne Barnier lui a sûrement fait une fausse carte d'identité où il s'appelait François Fabricant, mais avec l'orthographe française. L'étranger, ici, n'est pas jugé comme un danger. L'étranger est considéré comme quelqu'un qu'il faut accepter, qu'il faut accueillir et protéger. Là, évidemment, c'est la culture protestante qui pèse, hein, même chez les non-protestants. Hein. C'est-à-dire que le pays, avant même la Révolution française, a une longue tradition d'accueil, de protection des minorités, de protection de la pensée aussi. Hein. Dans le pays de Dieulefit, encore aujourd'hui, mais cela a des racines historiques lointaines, il y a une liberté de penser. Retenons simplement le cas de Marguerite Soubeyran. Voilà une jeune femme qui a été élevée pour être infirmière, qui annonce qu'elle abandonne et qu'elle va se lancer dans une expérience pédagogique nouvelle. Réaction de ses frères, les Soubeyran de l'époque, qui sont des gros propriétaires terriens. Ils lui donnent leurs biens, ils lui servent de garantie foncière et bancaire pour qu'elle puisse se lancer dans l'aventure. C'est ça la liberté aussi, la créativité. Alors ça, c'est à inscrire plutôt, à mon avis, à l'actif de la tradition protestante, mais comme nous sommes dans un pays mixte sur le plan religieux, un peu à l'allemande ou à l'alsacienne, les catholiques, j'allais dire, embrayent là-dessus et veulent faire aussi bien. En dehors de l'école de Beauvallon, beaucoup d'enfants juifs ont été accueillis directement dans des familles. Il existait des réseaux entre l'OSE, organisation juive d'aide aux enfants, et l'Église protestante. Par l'Église réformée de Lyon, on nous a demandé discrètement d'accueillir des enfants juifs comme ça. Et alors, mes parents, ça leur paraissait tout à fait normal et naturel qu'on fasse un effort pour ces enfants qui avaient perdu leurs parents de la façon que l'on sait. Pour tous ceux qui me sont les plus proches, famille, amis, voisins, paroissiens, collègues, qui cheminent à mes côtés au long des jours, m'apportant tendresse, réconfort ou souci. À Dieulefit, le temple était un lieu très fréquenté pendant la guerre. Outre les fidèles, il y avait aussi beaucoup de jeunes réfugiés, comme Michel Chilewitz, venu écouter la parole de certains pasteurs. Le temple protestant, c'est surtout quand le pasteur Böckner venait prêcher. C'était quand même à l'époque une vedette, c'était le monde protestant, c'était lui. Et ma foi, c'était agréable d'entendre parler quelqu'un qui parlait bien, quoi. Et qui était écouté à Vichy. Je crois qu'il a parlé à Pétain de tous ces juifs qui étaient arrêtés. Apparemment, ça n'a pas eu l'air d'avoir eu beaucoup d'effet, mais c'était un homme d'une grande qualité à la fois morale et puis qui, comme je vous dis, qui parlait bien, quoi. Et c'est peut-être l'homme que parlait bien que j'allais voir, parce que je ne me suis pas converti au protestantisme. Madeleine Pesson est la fille d'une juste de la région de Dieulefit. Un jeune juif a vécu chez eux, caché pendant 2 ans, sans être jamais inquiété. Ils se revoient souvent, comme ce jour-là à la sortie du temple. La famille Rostin allait régulièrement au temple. Et moi, pour donner le change, bien sûr, j'allais avec eux tous les dimanches, on allait au culte, au temple. Moi, ça ne m'a pas posé de problème du tout. Ils n'ont pas du tout cherché à me convertir, rien du tout. Bon, c'était pour donner le change et puis c'est tout. Ça se passait comme ça. Avec mes parents, on a fui l'Allemagne après la nuit de cristal en 1938. Et à l'époque, on était déjà, disons, on n'avait pas le droit de partir d'Allemagne. Donc on est déjà parti d'Allemagne clandestinement. Mais de toute façon, on savait déjà qu'on était en danger. Hein. Quand on est gamin, on comprend vite. Je crois que personne ne m'a jamais rien dit qu'il fallait se cacher. C'est presque, disons, un réflexe naturel de survie. Hein.
quand tu es arrivé à la maison, maman m'a dit, elle a tout de suite compris que Marcel était en détresse. Tes parents venaient de partir. Et alors voilà pourquoi elle t'a beaucoup aimé, beaucoup gâté, et pourquoi tu fais partie des nôtres, de notre famille. Voilà. Bonjour Rose. Bonjour. Ah, on amène du monde, hein? On remet ça? Bah, oui. Tous les Juifs ont été arrêtés, on a été mis dans un camp de concentration, on a été arrêtés par les gendarmes français, dans des camps, notamment nous on a été internés dans un camp qui était à Agde, qui a été gardé par la police française. Hein. Bon, et à l'époque, disons, il y avait petit à petit, il y a eu déjà des organisations clandestines qui essayaient, dans la mesure du possible, de faire évader quelques gens. Ils s'occupaient, bien sûr, de préférence, ils essayaient de faire sortir les enfants. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai fait partie des gamins qui ont réussi à sortir. Je ne me rappelle plus par quel procédé, mais enfin, toujours est-il que j'ai été sorti du camp. En chair, le pasteur a dit, voilà, il y a des enfants juifs qui sont en difficulté, et il faudrait que les familles protestantes recueillent un enfant juif. Étant donné que ça n'a pas eu d'écho, un jour le pasteur est venu ici, il a peut-être senti que maman était plus réceptive que les autres. Et il lui a dit, Mme Rostin, il faut absolument que vous preniez un enfant juif parce qu'ils sont en difficulté, et voilà. Et voilà comment Marcel est arrivé. Ben, c'est ma famille, un peu, parce que finalement, moi, je me suis retrouvé, de toute façon, pratiquement, j'avais plus personne. J'ai plus de parents, de toute façon, en Europe, j'ai plus personne. Alors, il n'y a pas de problème, ils ont tous disparu dans les fours. Enfin bon, j'ai pas trop de détails sur l'ensemble de la famille, mais enfin bon. Regardez comme nous étions beaux jeunes. Voilà, alors ça, c'était en 1943. Oui. Tu n'en as pas une autre où je suis sur la jument, non? Si. Ah, ça, c'est des petites photos. Oui. Voilà. Et puis là, on est avec un petit chien, voyez-vous. Oh, ça devait être en combien? En 42, 43 hein? Quand tu arrives à 43, c'était en 43, 44. Voilà. Pierre de Georges sur les pas de son enfance, il se rend aujourd'hui au Poète-Laval, un village médiéval à quelques kilomètres de Dieulefit, où un musée du protestantisme retrace la vie des Huguenots de la région. On y trouve un temple qui a survécu à la Révocation, une Bible ancienne et des panneaux évoquant la résistance. Je réalise de plus en plus la responsabilité que ces femmes avaient envers nous. Elles devaient rendre des comptes à des parents après quand elles rendaient les enfants. Et puis animer ça de façon telle, avec les moyens du bord, sans doute économiquement très difficilement. Et puis qui nous arrangeaient ça toujours de façon amusante ou que ça a l'air d'un grand jeu. Enfin bon, c'était tout simple. C'était une vie simple, agréable et puis en plein air beaucoup.